Cette séance, après cette pause nécessaire, et je voudrais d'abord attaquer tout de suite par une question qui concerne la chronologie et la question du trafic. La question que je me suis posée en t'écoutant, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui, de votre côté, de la mer Rouge, les moyens de savoir si l'intensification des trafics commerciaux maritimes, d'abord à partir, comme je le pense, de la fin du IIe siècle, et puis surtout à partir de l'époque d'Auguste, ont entraîné ou non une diminution des transports de résine par voie de terre. Ou bien est-ce que, comme tu l'as dit, l'augmentation sensible au témoignage de Pline de la consommation a fait qu'il n'y a pas eu de baisse? C'est-à-dire, est-ce qu'on a concurrence ou diversification en quelque sorte? C'est bon? Oui. C'est une question importante sur laquelle je crois qu'il n'y a pas de consensus, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord. Et d'après ce que je comprends, en tout cas le schéma que je me suis fait dans la tête, c'est que il y a deux arguments pour dire que le commerce transarabique change un petit peu de nature à partir du tournant de l'ère. Tout d'abord, il y a le fait qu'il n'y a quasiment aucune inscription sud-arabique, comme je l'ai dit, qui mentionne des caravanes après le tournant de l'ère. Et puis le fait que dans les inscriptions sud-arabiques du Darb el-Bakra, toutes ces inscriptions seraient antérieures au tournant de l'ère chrétienne. Donc, ça ne veut pas dire que le commerce s'arrête, ça veut peut-être dire que les acteurs changent ou que ce commerce devient mixte, à la fois maritime et terrestre, avec cette hypothèse d'un débarquement des marchandises peut-être à Le Quai-Comé, où se trouve Le Quai-Comé, et ensuite un transport par voie terrestre pour aller vers le nord. Et donc il y a, à mon avis, une mixité d'utilisation des voies maritimes et terrestres, mais globalement pas de baisse. C'est-à-dire que dans ce qu'on voit, nous, que ce soit à Agra ou à Petra, les routes nabatéennes continuent d'être utilisées, ça c'est sûr, bien dans le courant et très largement dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ, donc après le tournant de l'ère. Et à mon avis, il y a peu de vraisemblance à ce que les Romains aient complètement abandonné, une fois qu'ils ont conquis la Nabatène et qu'ils l'ont transformée en province romaine d'Arabie, qu'ils aient abandonné les routes et surtout qu'ils aient laissé de côté cette possibilité de se faire de l'argent facile en prélevant des taxes sur les marchandises qui étaient soit qui passaient par les routes, soit qui transitaient par les ports. Donc on aurait en quelque sorte l'exact parallèle de ce qu'on voit de l'autre côté de la mer Rouge, c'est-à-dire pour les mêmes raisons climatiques, enfin de régime des vents plutôt, un débarquement à peu près à la latitude de Myos-Hormos et un système douanier qui verrouille tout le trafic et qui part d'un côté par les caravanes vers Coptos et de l'autre côté par éventuellement Agra et Petra et ensuite Gaza. Oui, c'est un parallèle qui m'a frappé. Disons que le séminaire d'aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai pas mal travaillé. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte de ces parallèles qui sont finalement très très proches, que je n'avais jamais envisagé sous cette forme-là. Donc pour ça, je t'en suis très très reconnaissante, parce que ça m'a mis le doigt sur des choses qui n'étaient pas aussi évidentes, en tout cas qui ne m'étaient pas aussi évidentes que ça aurait dû l'être. Et donc il y a un parallèle très très net à faire. Le seul problème pour le moment, c'est qu'il y a donc l'absence de cette piste, en tout cas de traces d'utilisation d'une piste entre la mer et Agra, alors qu'il y a une piste qui remonte sur le désert oriental directement sur la côte. Alors cette piste possible le long de la côte, on n'en connaît rien, si ce n'est qu'il y a une piste à l'époque islamique qui est la piste du pèlerinage égyptien. Donc, je vous ai parlé pendant le séminaire de la piste du Darb el-Hajj al-Shami, donc la piste du pèlerinage syrien. Or, la piste du pèlerinage égyptien, elle passe le long de la côte. Elle remonte au moins, si on prend à partir d'Al-Wajr jusque vers le golfe d'Aqaba. Et elle passe par la côte. Ensuite, elle longe le golfe d'Aqaba en passant un peu par l'intérieur des terres. Mais cette piste a été explorée par Ali El-Rabban, donc le même monsieur qui a fait l'exploration du Darb el-Bakra, mais à ma connaissance, il n'a pas mis en évidence de vestiges antiques sur les sites d'époque islamique qui
ponctuent la piste de pèlerinage. Mais il faudrait reprendre systématiquement les prospections et essayer de découvrir des sites antiques. Alors, je crois, c'est un peu le hasard. En fait, j'ai quelques diapositives en extra qui sont... Et quand on regarde, donc là, c'est un agrandissement du golfe la partie golfe d'Aqaba. Les sites en blanc, donc les sites en rouge sont les sites portuaires, Aqaba et Haïnouna, que j'ai mentionnés. Et il y a des sites qui sont des petits ronds blancs entourés de cercles rouges, qui sont des sites où on a trouvé de la céramique nabatéenne ou romaine, mais sans aucune indication précise qu'il s'agissait de ports. Et bon, ces sites, on ne connaît pas leur nature, ce sont des ramassages de surface très rapides qui ont été faits dans le cadre de prospection par des équipes saoudiennes, notamment dans les années 70, mais ça vaudrait le coup de reprendre un petit peu ce dossier. Bien, ben voilà un nouveau programme qui va te maintenir dans le secteur. Je reviens à celle-là. Et bon, puisqu'on en est justement dans ce secteur, est-ce que l'annexion de la Nabatène en 106 change quelque chose au trafic, par exemple, dans l'aménagement des routes, et notamment la route qui est construite entre Aqaba et Bosra? Alors, qui pourrait être le prolongement de cette piste côtière. Donc, oui, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Sur les ports où on ne peut pas, enfin, je crois qu'on n'a pas, en tout cas à Aqaba, on n'a pas d'indication réelle d'une intensification du trafic avant, en tout cas les sources de seconde main, parce que je n'ai pas regardé les rapports de fouilles d'Aqaba, les sources de seconde main que j'ai pu consulter font état d'une intensification réelle à partir du IVe siècle après Jésus-Christ, d'une activité sur le port d'Aqaba à partir de 106. Et il est donc logique de lier donc l'activité commençante du port d'Aqaba avec la construction de la Via Nova Traiana qui reliait Bosra à Aqaba et qui, elle, est construite entre 107 et 114 après Jésus-Christ. Après, sur des routes comme le Darb el-Bakra ou des pistes caravanières, il n'y a pas de changement a priori réel après 106. Les routes continuent d'être utilisées. On voit bien sur le Darb el-Bakra, ça va jusqu'au milieu du 5e siècle. Alors ça ne veut pas dire que ce sont encore des Romains, mais là c'est un autre sujet sur l'occupation, enfin, la nature du peuplement et du contrôle de cette région dans l'Antiquité tardive est un autre sujet. Puisqu'on en est à la question d'Ayla, dont tu n'as pas tellement parlé, moi j'ai consulté les rapports de fouilles et je ne suis pas convaincu par ce qu'on en tire, ou en tout cas ce qu'en tirent les historiens. Le problème, c'est que comme toujours, lorsqu'on travaille sur un site qui est multipériode et qui est encore occupé à l'heure actuelle, il y a des chances qu'il y ait de gros biais. Le principal biais que je vois, évidemment, c'est que les premières couches qu'on rencontre sont d'époque islamique et byzantine. Et donc, on va avoir beaucoup de vestiges de cette période-là. Ils sont peu descendus dans les niveaux antérieurs. On sait qu'il y a de la céramique antérieure. Donc, évidemment, lorsqu'on voit le tessonnier, je suppose qu'on doit être abasourdi par le nombre des céramiques d'époque byzantine et tardive, et très peu, évidemment, par les céramiques antérieures qui doivent encore être très largement dans les couches. J'ai eu un peu, mutatis mutandis, la même impression lorsque j'ai commencé à étudier Clisma, où tout était attribué à la période tardive, notamment par une surinterprétation de ce que dit Bernard Bruyère sur les monnaies, une monnaie d'Adrien et 3000 d'époque tardive, c'est-à-dire du 4e et 5e siècle. Je crois que tout ça, ça demande à être repris, et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un développement sûrement très important, non seulement de Clisma, comme j'essaie de le montrer, mais d'Ayla aussi, dès l'époque de Trajan. Et je ne vois pas pourquoi, dans la mesure où on sent qu'il y a cette volonté politique manifeste de l'Empire de contrôler la totalité de la mer Rouge, on n'aurait pas donc un renforcement de la présence militaire, y compris jusqu'aux îles Kharasan. Et donc, je me demande si on a une inscription formidable de l'époque d'Antonin le Pieux, mais rien ne prouve qu'on n'aura pas quelque chose d'antérieur. Est-ce que, notamment sur les îles Kharasan, est-ce qu'on a aujourd'hui une meilleure idée, disons, de l'ampleur de la fourchette chronologique de l'occupation de ce secteur?
Alors c'est difficile à dire. Je crois que l'équipe y est actuellement, ou François Villeneuve rentrait hier, ou en tout cas le reste de l'équipe y est. Et ils n'ont commencé des fouilles ou des relevés de terrain que l'année dernière. Je ne sais pas s'ils ont fait réellement des sondages jusqu'à présent, peut-être, ou seulement des ramassages. En tout cas, la mission Farassan, elle a 3 ans. Et je crois qu'il n'y a pas le matériel qu'ils ont ramassé en surface et peut-être dans les sondages n'est pas publié. Mais François et Solène ont eu la gentillesse, comme moi j'avais été à Farassan en 2006, donc du coup je garde un petit intérêt pour les îles Farassan. C'était une épopée à l'époque d'aller à Farassan. Pourtant c'était il y a moins de 10 ans. Et donc ils ont eu la gentillesse de me transmettre les rapports de prospection qu'ils ont fait. Et il me semble que dans la céramique qu'ils ont ramassée, mais qui est... beaucoup sont des descriptions de tessons de rouge à vernis tel, enfin, ne sont pas identifiés. Que l'essentiel serait des premiers siècles avant et après Jésus-Christ. Donc, d'une époque qui serait antérieure à l'inscription de 143-144. Alors, ce sont des conclusions préliminaires et je dis bien que je parle sous réserve d'approbation par François Villeneuve et Solène Marion Procès qui sont donc chargés d'études de ce matériel. Mais il y en a vraisemblablement antérieur au IIe siècle après. Mais on ne connaît pas le contexte encore, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est une implantation militaire. Bon, c'est pas une implantation militaire, ce sont des implantations domestiques sur un certain nombre de sites répartis, ça je sais, sur différents sites des différentes îles. Et pas toujours ce n'est pas du militaire. Je ne sais pas si certains ne sont pas du cultuel ou du domestique, mais en tout cas, il n'y a pas que du militaire du tout. Bien, mais attendons la publication des résultats. Si on revenait à le Kékomé, là, je me suis demandé s'il n'y aurait pas intérêt, dans la définition au moins de la latitude possible du port, de revoir ce qu'en dit Ptolémée, car comme tu le sais, il localise un port qui s'appelle Leucos Limen, qui a longtemps été fixé à Abouchar, et on sait maintenant que ce n'est pas le cas, puisque nous avons vu récemment, dans le cours que j'ai donné la semaine dernière, que Abouchar, en fait, est seulement un fort. Enfin, il y a un fort du Haut-Empire et surtout un fort du IVe siècle. Et on peut donc émettre l'hypothèse que ce que Ptolémée appelle le Coslimène pourrait être en fait le Kékomé, et on aurait un doublé en quelque sorte assez logique, port-agglomération, Comé et Limène. Et comme on sait que Ptolémée se trompe presque toujours en longitude, mais plus rarement en latitude, est-ce qu'on peut tirer un argument supplémentaire pour localiser le port en tout cas le site de Le Kékomé, plutôt vers la latitude d'Abouchar ou Myos-Hormos, plutôt que plus au nord comme on l'a proposé jusqu'ici? Oui, donc la latitude d'Elouage, je préfère rester sur la côte orientale de la mer Rouge. C'est vrai, j'ai oublié de dire qu'il y a eu des suggestions pour dire que Leucos Limen était le doublon de Le Kékomé, donc le village blanc et le port blanc, parce que Limen est le port en grec, donc pour dire que c'était la même chose. Et effectivement, comme Ptolémée, il se trompe d'est en ouest en latitude et pas en longitude, ça fournit un argument de plus auquel je n'avais pas pensé, pour dire que le Kékomé, effectivement, se trouve à la localité d'Abouja. Bon, ceci dit, il y a aussi un autre argument qu'il faudrait prendre en considération. Lorsque j'ai vu une de tes cartes, on voit que... il faut que je les corrige. Mais les inscriptions nabatéennes fréquentes descendent plus bas qu'Aigra. Il y a un autre site que je n'ai pas eu le temps de voir. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que la piste commence de plus bas et que le port en question serait encore un peu plus bas, plus au sud, ce qui serait encore plus favorable du point de vue du régime des vents? Il y a très peu d'inscriptions. Il y a très peu d'inscriptions nabatéennes. En fait, on est là. Aigra est ici, à peu près. Il y en a quelques-unes à Khaybar, mais on est toujours dans le Wadi al-Qura. Est-ce que le port ne pourrait pas être à cette latitude, effectivement? Il n'y en a qu'une. Enfin, Ah oui, j'ai pas mis les petits ronds. Mais là, ce point-là correspond à 1 ou 2 inscriptions.
ou même une ou deux inscriptions, si mes souvenirs sont bons, sur la liste de ces sites, qui sont simplement mentionnés dans des rapports de la revue saoudienne des antiquités, Atlal, mais sans même donner le texte. Donc moi j'ai mis un point à l'endroit où ça correspondait, mais c'est très peu, c'est dérisoire, vraiment dérisoire. C'est très peu, mais un, elles existent. Oui, c'est mieux deux, que pas tu n'es du pas tout. retourné voir, donc ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres qui ont échappé. Alors, et est-ce que cette piste irait jusqu'à la côte, et à ce moment-là, on serait à peu près à la latitude de Bérénice, qui ne collerait plus avec le texte de Ptolémée, mais qui est une hypothèse peut-être à éliminer en tout cas. C'est une hypothèse qui me dérange un petit peu, pour différentes raisons. Alors, je sais que des collègues aimeraient bien faire aller le royaume nabatéen plus loin vers le sud, et notamment jusqu'à la région de Médine. Donc, ils se fondent pour ça sur le texte qui dit que les troupes de Gallus mettent 30 jours pour traverser le territoire d'un parent du roi nabatéen, et que s'ils vont vers le sud, ces 30 jours vont forcément aller beaucoup plus loin vers le sud. 30 jours, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour aller de l'Ekékomé, si le Kékomé se trouve à l'ouest, ou même si ça se trouve à une latitude plus au sud, que vers Médine, qui serait l'endroit limite du royaume nabatéen, puisque dans les inscriptions de Darb el-Bakra, vous avez vu qu'il y en a une qui dit qu'il y a quelqu'un qui vient de Médine, donc ça pourrait être logique. Ça me dérange un petit peu parce qu'il y a trop d'inscriptions, trop de traces dans la région d'Aloula. Il est évident, j'ai fait la route plein de fois entre Aloula et Médine, mais en regardant le paysage du point de vue de l'épigraphiste qui cherche des inscriptions, c'est vrai que les paysages ne sont pas toujours adaptés, parce que ce n'est pas une roche de type grès sur laquelle on peut graver, donc c'est un gros problème. Je pense qu'on peut laisser la question en suspens. Je n'ai pas les moyens de dire pour le moment. C'est une hypothèse qui mériterait qu'on s'y attarde, dont en tout cas qu'on se pose la question. Mais pour ça, il faudra aller à la fois prospecter plus au sud, donc en direction de Médine, depuis Aigra, et depuis Médine vers la mer Rouge. Ça, c'est sûr qu'il y a un biais à cause du support. Nous, on le voit Oui. très bien dans le désert oriental d'Égypte, où on a les zones où il y a beaucoup d'inscriptions parce que le terrain s'y prête, et des zones qui ont été tout aussi fréquentées parce que c'est sur la même piste où on n'en a aucune. Donc, il faut peut-être être prudent sur la présence-absence qui est directement liée à la nature géologique du terrain. C'est le cas pour la piste entre Aigra et la mer Rouge, parce que les montagnes qui flanquent, je vous ai montré un de ces wadis, les montagnes qui flanquent ces wadis ne sont pas des montagnes qui sont adaptées et propres à la gravure. Donc, effectivement, l'absence ne veut pas dire absence. Oui, donc là, il faut se fonder sur des prospections, sur la céramique et éventuellement. Oui, mais dans les wadis, il n'y a rien. Ouais. À propos des grains et de l'identification possible de l'Aigra comé mentionné par Strabon et Hegra, qui ne semble guère poser de problème pour un lecteur non averti, surtout lorsque on a en tête effectivement le temps de parcours. Il y a la logique de la toponymie donc et la logique des distances. Et je me demande pourquoi cette explication simple ne s'est pas imposée depuis plus longtemps. Est-ce que c'est seulement à cause de l'esprit doux sur le début du mot, mais on sait qu'il y a souvent des variantes de manuscrits, ou est-ce que c'est aussi à cause du texte relativement précis de Strabon qui dit que la ville est près de la mer? Et donc, quelle est ta position aujourd'hui? J'ai l'impression que tu n'avais pas une position très tranchée sur la question. Non, c'est vrai, je n'ai pas une position tranchée. En fait, dans la question, vous avez aussi donné les réponses d'une certaine manière. Alors, l'esprit doux, enfin l'esprit, si je ne me trompe pas, les esprits dans les textes de Strabon sont postérieurs au texte de Strabon lui-même. Et si je ne me trompe pas, il y a des variantes orthographiques. Et il me semble que dans la Leub, qui est l'édition que j'ai au bureau, mentionne des variantes comme Hugras. Et un esprit rude serait plus conforme à une transcription du sémitique qui transcrirait une lettre comme le he ou le h. Or, le h est effectivement la première lettre en tout cas du nom nabatéen de Aigra, parce que c'est Hijra, ou en arabe El-Hijr.
Donc les variantes orthographiques dans le texte de Strabon, qui existent, sont un argument qu'on peut, à mon avis, écarter pour la question d'une non-identification de la Egra Comé avec notre Egra. En revanche, un élément qui est plus délicat est celui du fait que Strabon dit que le site est un site de bord de mer. Il ne dit pas que c'est un port, il dit que c'est un site de bord de mer. Alors, c'est une solution un peu facile, je suis d'accord, mais on pourrait imaginer que Strabon a confondu le site où Gallus et ses troupes se sont arrêtés en revenant de Maribe avec le lieu d'où ils se sont réembarqués, qui lui serait le Quai Comé. Et comme il se termine ça un petit peu vite, ils sont été à Egra, ils ont mis 11 jours pour retourner à Myosormos et à Coptos. Donc, une interprétation de notre Egra avec Egra Comé suppose une erreur ou une confusion de la part de Strabon, donc c'est toujours délicat de prêter des erreurs aux autres, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui mérite réflexion pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, le problème principal, c'est que, sur cette question, Strabon est une source qui nous paraît assez sûre, dans la mesure où il était ami d'Aelius Gallus, oui. Il était présent dans le secteur à peu près à cette époque, et donc c'est quand même difficile d'imaginer qu'il ait pu faire une telle erreur, quoi. Et est-ce que, par exemple, il n'y a aucune variante des manuscrits qui permettrait de mieux comprendre la phrase elle-même, je crois qu'il dit Pérites Salates ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas regardé toutes les variantes je ne suis pas une grande familière de Strabon, mais ça vaudrait le coup de regarder. Et en tout cas, je peux demander à certains hellénistes. L'hypothèse à l'heure actuelle, c'est qu'Egra Comé serait Egra, tout simplement. Non, pas nécessairement. Je ne dis pas. C'est une hypothèse qui me semble intéressante, qui fonctionne bien. Donc, hormis cette question de dire que c'est un site de bord de mer. Il y a le mérite, comme vous avez dit, pour un lecteur, un auditeur non averti, le fait qu'il y a l'homonymie entre les deux, c'est très tentant. Par ailleurs, si on suppose que le Quai Comé est à l'ouest, mettre Egra Comé juste au sud, donc au Ras Kurkuma ou au Ekre que j'ai montré sur la carte du XVIIe siècle, ça voudrait dire qu'il y a deux ports qui sont très proches l'un de l'autre. Et le Quai Comé est dit se trouver à la frontière de l'Arabie. Donc, je ne pense pas qu'on puisse écarter complètement l'une ou l'autre hypothèse, mais celle de Egra Comé égale Egra est aussi tentante que l'autre. Bien, je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'avais plein d'autres questions. Je voudrais simplement en poser une dernière qui concerne le Dab el-Bakhra, dont tu dis que pour l'essentiel, les inscriptions sont concentrées, disons, sur l'époque du royaume nabatéen et de l'Empire romain. Mais il y a quand même cette inscription que tu as signalée au début en araméen d'Empire qui prouve de façon certaine que la piste était déjà fréquentée à cette époque-là. Il faut quand même imaginer que dans les périodes anciennes, on devait moins inscrire, où il y avait peut-être moins de trafic. Et donc, jusqu'où peut-on faire remonter la piste? C'est-à-dire, est-ce qu'on remonte jusqu'à la domestication du chabot, quoi? C'est un peu ça la question. Je n'en sais rien. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à la domestication du dromadaire. Mais alors, c'est sûr que je suis peut-être un petit peu trop prudente, dans le sens où cette inscription araméenne, elle est isolée. Elle est 4e, 3e. Alors, c'est sûr que si on va du 4e, 3e avant jusqu'au 5e après, ça fait un intervalle de quasiment un millénaire. Il y a des inscriptions sud-arabiques, quand même, entre-temps. Oui, tout à fait. Mais les inscriptions sud-arabiques, elles ont une espèce de terminus antequem du tournant de l'ère, mais je ne sais pas jusqu'où elles vont. Aucune n'est datée. Donc, de façon à peu près certaine, et si on reste prudent, je pense qu'on peut dire que la route a été empruntée, et ça de façon certaine, entre le premier avant et le 5e après. Si cette inscription araméenne isolée témoigne du passage de personnes de manière régulière, mais il n'y en a qu'une, et c'est ça qui me retient un petit peu pour dire que la route a été empruntée pendant une période de 800 ans, dans ce cas, effectivement, on peut dire qu'on peut remonter assez loin. Mais je trouve qu'une seule inscription sur un tracé de route qui a par ailleurs livré un nombre incalculable de textes, y compris d'époque islamique récente, enfin d'époque islamique ancienne, mais en relativement petit nombre, ce qui est normal, voilà, je pense qu'il vaut mieux rester sur un intervalle de 600 ans, ce qui est déjà pas mal.
Oui, mais qui pose la question de où passer la piste auparavant, parce qu'on sait de toute façon que l'encens arrive jusqu'à Gaza dès, en tout cas, le début du premier millénaire. C'est vrai. Donc pourquoi pas par cette piste-là? C'est ça que... Alors, bon, il faudrait que j'en discute avec Christian Robin sur la question de la datation possible de ces inscriptions sud-arabiques. C'est Michael MacDonald qui les a étudiées et qui va les publier. Mais j'avais demandé à Christian de jeter un œil dessus pour cette question de paléographie. Donc, il faudrait que je lui redemande, en dehors de ce terminus antequem, s'il a une idée plus précise de la datation de ces textes sud-arabiques. Qui pourrait faire remonter effectivement plus loin. Mais c'est un dossier sur lequel je ne me suis pas encore repenchée. Bien, merci. Il est midi. Nous avons parcouru trop rapidement à ton goût la péninsule arabique et nous te remercions collectivement de cet éclairage formidable qui fait un pendant à ce que j'essaie de montrer pour la partie occidentale de la mer Rouge, c'est-à-dire la zone de l'Égypte. La semaine prochaine, nous reviendrons en Égypte et avec Laure Pantalacci, nous aborderons la question de la ville de Coptos, qui est le nœud du trafic dans cette partie de l'Égypte et qui est le lieu par où passent les marchandises et où on calcule le montant des taxes à payer. Merci.